D'abord, je vous souhaite un bon réveil et ensuite, je vous pose la question, pourquoi la France perd-elle l'Eurovision chaque année? Une question posée dans Superfell à ma camarade de France Inter, Rebecca Manzoni. Je suis sûr, Daniel Cohn-Bendit, que vous avez une opinion sur la raison pour laquelle la France perd l'Eurovision chaque année. Parce que c'est trop gentil. Si vous voyez, bonjour, pardon, si vous voyez un peu la victoire d'Israël cette fois-ci, c'est quand même une chanson très drôle et agressive, voilà, prends-moi comme je suis. C'est une femme qui ne correspond pas, disons, aux photos des grands magazines de mode. Et puis là, quand Israël avait gagné d'Anna International, c'était la première transsexuelle. Donc il y a une volonté de rupture. L'Autrichienne qui avait gagné il y a 2 ans, 3 ans, la même chose. Donc voilà, la France arrive, comme l'Allemagne d'ailleurs, avec donc des musiciens, de bons musiciens, mais il n'y a rien de plus. Et donc c'est un peu pour cela qu'ils n'y arrivent pas. Ce qui veut dire aussi qu'une chanson en faveur des migrants, ça ne fait pas recette aujourd'hui en Europe. La chanson en faveur des migrants, elle pourrait faire si dans la forme et tout ça, il y a aussi quelque chose de plus. Hein, c'est ça. Parce que il faut dire qu'elle est quand même, c'est pas gentil. L'Israélienne qui a gagné, c'est quand même une revendication d'une féminité. Prends-moi comme je suis. Arrête de regarder les magazines de mode et tout ça. Je suis comme je suis. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose aussi sur l'Europe. On va s'éloigner de l'Eurovision pour aller plutôt vers les échecs ou en tout cas les difficultés de l'Europe aujourd'hui avec bien évidemment la Ligue et le mouvement 5 étoiles aux États-Unis qui ont annoncé avoir la composition du prochain gouvernement avec une attente donc de la part du président italien qui doit approuver cette liste. Et votre opinion sur cette alliance a priori contre nature entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue d'extrême droite, Daniel Cohn-Bendit? Je ne sais pas s'il est contre nature. C'est pas parce qu'ils ont des histoires différentes. C'est des mouvements qui s'appuient sur ce qu'ils ressentent comme pulsion populaire. Donc il y a la pulsion populaire, disons, de dégager tout. C'était beaucoup de déçus de la gauche et tout ça qui sont 5 étoiles. Et la pulsion populaire qui vient de l'extrême droite, ils se retrouvent dans ce sentiment. Et ils ont en commun une logique politique qui est le yaka. Il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à réduire les impôts, il n'y a qu'à introduire le revenu de citoyenneté, il n'y a qu'à expulser tous les migrants et vous verrez, tout ira mieux en Italie. Et je crois que c'est là-dessus qu'ils se retrouvent. Donc je ne dirais pas, moi, c'est contre nature. C'est dans la nature de vouloir faire de la politique complètement différemment en se foutant de la réalité. Bon, c'est quand même contre nature parce que, a priori, il y a une culture politique différente de part et d'autre, à moins, bien entendu, que vous considériez que le populisme, c'est une catégorie qui s'applique d'abord, reléguant l'idéologie ou toute une série de schémas en arrière-plan. Mais moi, je ne sais pas, une culture, quand 5 étoiles sont rentrés au Parlement européen, Grillo a négocié avec, disons, les forces les plus eurosceptiques. Donc c'est comme ça, ils sont rentrés dans ce groupe au Parlement européen. Donc de se retrouver avec une force politique qui est eurosceptique, c'est pas contre nature, c'est la continuation de la même pensée. Donc moi, je crois qu'ils expriment une réalité dans la société. Si vous voulez, c'est la droite plurielle. C'est-à-dire C'est comme la gauche plurielle de Mitterrand. Sauf que le mouvement 5 étoiles, a priori, ne se vit pas comme étant à droite. Mais qu'ils se vivent ou qu'ils se vivent pas, ils signent quand même un accord de gouvernement qui est, disons, le plus dur qui existe. Il se vit pas, mais il se vit. Alors c'est vrai, il se vit comme eurosceptique. Alors c'est compliqué. Là, je vous dis parce que par exemple, c'est important quand même la subjectivité des acteurs, la manière dont les partis politiques se vivent. Ouais, mais quand vous signez cet accord, à la fin, la subjectivité, elle est où? Moi, je veux faudrait bien leur poser la question, mais oui, justement. D'ailleurs, il y a une différence entre, par exemple, la majorité, enfin, les députés européens 5 étoiles sont différents que l'accord signé sur l'Europe. Je ne sais pas comment ils vont faire.
hein, mais c'est vrai qu'il y a des différences. Je dis simplement qu'il y a une logique qui pousse à ce genre d'accord. Quand les Verts se sont alliés avec le Parti communiste et le Parti socialiste, les Verts étaient contre le nucléaire, les autres étaient pour, et ben ils ont quand même fait un accord. Et personne n'a dit c'est contre nature. C'était dans un espace. Et moi je crois c'est cet espace. Et d'ailleurs ils vont se fracasser contre la réalité, comme s'était fracassé le programme commun de François Mitterrand. Au bout d'un an, on a tout mis ça dans le tiroir et on a fait autre chose. Attendez, n'allez pas vite en besogne. On va parler tout à l'heure, Daniel Cohn-Bendit, du documentaire de Romain Goupil, La Traversée, que vous avez inspiré, qui a été projeté hors compétition au Festival de Cannes. Ce documentaire, il porte sur la France. Si vous traversez maintenant l'Europe, vous dites que ce mouvement, il va se fracasser. Mais aujourd'hui, on assiste plutôt Non, à des... ce programme va se fracasser. Oui, mais si le programme se fracasse, ou bien ces gens-là redeviennent raisonnables, c'est ce que... Je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas comment ils vont faire. Je dis simplement que, alors, à moins qu'ils nous apprennent quelque chose, dont acte alors, c'est-à-dire, vous avez une situation difficile en Italie, vous baissez les impôts et vous augmentez les dépenses et vous dites tout ira bien. Si ça marche, c'est extraordinaire. Mais je vois pas comment ça peut marcher. Sans faire de pronostic, puisque je n'en suis pas capable, à moins bien entendu que vous souhaitiez vous lancer là-dedans, ce à quoi on assiste, ce sont des populismes qui fonctionnent aujourd'hui plutôt bien sur le plan donc de l'audience dont ils bénéficient, de leur popularité. Je pense évidemment à l'Amérique de Trump, mais aussi ce à quoi on assiste, par exemple en Hongrie avec Viktor Orban, en Pologne. On pourrait multiplier les exemples. Généralement, en ce moment, en tout cas, les populismes ne se heurte pas au scepticisme des électeurs, il ne se fracasse pas. Bah, attendez, moi je veux bien. Hein, bon, Trump a gagné, mais c'est la moitié de les États-Unis. Donc on peut dire qu'il se fracasse sur l'autre moitié. Même il y a 3 millions d'Américains qui ont voté contre, de plus, qui ont voté contre Trump. Donc il faut quand même qu'on remette les réalités. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la défaite de la social-démocratie partout, qui a permis en Italie, par exemple, c'est la gauche qui s'est fracassée sur la réalité et le personnel politique qui s'est fracassé, qui s'est divisé. En France, c'est un peu la même chose qui s'est passée. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a en Pologne le nationalisme polonais, le nationalisme hongrois. C'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours existé, qui était dans une glacière pendant le communisme, qui après s'est révélé, vu les difficultés qu'il y avait à transformer ces pays qui venaient du communisme. Bon, c'est une réalité. Moi, je ne mets pas en question, je dis pas que mais c'est pas parce que Hitler a gagné les élections que je dois dire que c'est bien. Non, ça n'est pas parce qu'Hitler a gagné les élections, même si on ne peut pas quand même comparer terme à terme Trump Non, mais et pas... Hitler ou qui que ce soit d'ailleurs. Et je ne compare pas terme à terme. Je dis qu'aujourd'hui, les Américains ont élu à leur tête, dans un système électoral qui est le lieu, donc qui est le leur, donc il est légitime, quelqu'un qui met en danger toute la planète. Donc, c'est pas parce que les Américains veulent mettre en danger toute la planète que je dois dire, bah écoutez, c'est comme ça. Non, il y a un article de Kamel Daoud cette semaine dans Le Point, peut-être l'avez-vous lu, où il ne compare pas Trump à Hitler, mais Trump à Kadhafi. Il se pose la question suivante, il dit, bon, finalement, qu'est-ce qui se passe si une démocratie comme les États-Unis élise Kadhafi et il évoque les points communs, ou en tout cas la manière dont la folie. Voilà, cet homme aujourd'hui peut incarner effectivement une forme de folie et une forme d'impétuosité. Bref, il a à peu près le contraire de toutes les qualités qu'on prête aux politiques. Et même si vous avez raison de dire que la moitié des Américains lui sont hostiles, sa popularité ne s'est pas largement effondré par rapport à son élection. Il est le président des États-Unis le moins populaire, mais il conserve quand même une base active. Est-ce que ça ne représente pas un paradoxe, et un paradoxe avec lequel il faut composer aujourd'hui? Mais depuis l'émergence de la démocratie, tout le monde sait que la démocratie peut être mise en danger si la majorité des gens votent librement, démocratiquement, pour quelque chose de détestable.
Alors après, il faut discuter politiquement pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, mais il y a aujourd'hui, alors là c'est la grande explication, face à la mondialisation non régulée, il y a des peurs, des angoisses, et les peurs et les angoisses sont les plus mauvaises conseillères parce qu'elles poussent, disons, des majorités, peuvent pousser des majorités de citoyens à s'arc-bouter sur le plus détestable pour se protéger. Donc là, c'est un véritable défi pour les partis démocratiques et un véritable défi. Pourquoi la social-démocratie? Pourquoi les écologistes? Pourquoi n'ont pas trouvé des réponses crédibles pour les électorats? Vous qui connaissez bien à la fois la France et l'Allemagne, comment jugez-vous justement la situation politique en Allemagne? Y a-t-il une sagesse peut-être plus profonde en Allemagne que dans d'autres pays européens, Daniel Cohn-Bendit? Moi, je crois que l'avantage, d'abord, il y a une émergence d'une extrême droite en Allemagne. L'Alternative pour l'Allemagne a fait 14% aux dernières élections. Alors, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est pas 80%, c'est pas 50%, c'est pas 30% comme en France, hein, pour faire les comparaisons. Moi, je crois que ce qui fonctionne beaucoup mieux en Allemagne, c'est la capacité, disons, ce qu'on appelle la démocratie sociale, la capacité des corps intermédiaires, donc du patronat et des syndicats, à trouver des compromis. Alors, des fois, on n'est pas content sur ces compromis, mais c'est quelque chose qui n'existe pas en France. C'est-à-dire que les problèmes en France, vu les incapacités entre la majorité des syndicats et le patronat à trouver des compromis, on s'en remet toujours à l'État. Et ça, c'est très dangereux parce que ça veut dire que la démocratie ne peut fonctionner que si ces corps intermédiaires ont un espace réel. Et c'est peut-être une des critiques les plus, disons, fines qu'on puisse faire à ce gouvernement, c'est qu'il ne pousse pas justement à l'émergement de l'autonomisation des corps intermédiaires. C'est pas facile parce que vous avez le patronat qui est complètement borné. Vous avez la CGT qui est complètement fermée et vous avez quelques syndicats réformistes qui essayent, mais qui sont toujours, disons, ils ont peur d'être débordés sur leur gauche ou sur leur droite. Lorsque vous comparez les deux sociétés, société allemande et société française, tout à l'heure, encore une fois, on va parler de votre vision de la société française. Avez-vous l'impression que la société allemande est une société plus apaisée? Qu'en est-il aujourd'hui des différences entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne? Plus apaisé, ça dépend des régions, ça dépend des villes, etc. Il y a encore, disons, une méfiance de beaucoup de gens à l'Est face à l'Ouest. Et évidemment, ça fait une trentaine d'années, donc maintenant, des tas de choses sont améliorées. Dire que c'est une société apaisée, c'est pas vrai, parce que moi, par exemple, je connais des jeunes Allemands qui sont, de par leur histoire, qui sont blacks, par exemple, ils vont pas se promener à l'Est. Pas se promener à l'Est? Non, ils ont peur. Enfin, dans certaines régions de l'Est. Hein, ils n'iront pas passer leurs vacances là-bas. Dans les villes, ça va, mais dès que vous sortez des villes, c'est quelque chose, vous n'êtes pas en sécurité toujours. Donc, il y a des coins en Allemagne où c'est pas du tout apaisé. Le système politique aujourd'hui est apaisé. Il y a une représentation, disons, qui est une représentation où tout le monde est représenté parce que c'est la proportionnelle, qui crée un nouveau problème. C'est devient de plus en plus difficile de trouver des majorités. C'est quand même terrible ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que aujourd'hui le racisme est tel dans certaines régions de l'Allemagne de l'Est que lorsqu'on est noir, on peut pas se promener là-bas? Bah, les Noirs disent qu'ils ne se promènent pas. Oui, mais c'est terrible. C'est pour ça que je vous ai dit, vous dites apaisé. J'ai dit non, c'est pas. Oui, je vous questionnais. Ouais. Je vous questionnais, mais au-delà de ça, vous qui avez milité votre vie durant pour une forme d'utopie généreuse, fraternelle, lorsque vous voyez l'état dans lequel est l'Europe avec des utopies qui sont, j'allais dire des dystopies, mais en tout cas
très opposé à ce dont vous rêviez, ce dont vous rêvez toujours. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites que... Je veux dire, c'est un combat, oui. Vous savez, on fait comme si, à partir du moment où on crée l'Europe, tout va aller mieux. Quand il y a eu la Révolution française, 1789, il y avait un grand espoir. Bon, prenez l'histoire de 1789 à aujourd'hui de la France, c'est des hauts, des bas, des retours en arrière, des retours dramatiques, etc. L'histoire se fait comme ça. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, j'en reviens au problème de la mondialisation, de l'incapacité des forces politiques à trouver une régulation de cette mondialisation, donc de protéger les citoyens. Il y a un retour par l'angoisse, un retour du refus de l'autre qui existe dans beaucoup de sociétés. On le voit sur le problème des migrants, par exemple, où les politiques les plus dures et réactionnaires sont majoritairement plébiscitées par la majorité des citoyens. Et c'est bien le problème qu'on a tous si on veut une autre politique, par exemple, migratoire. Alors, pour les partis populistes, ça n'est pas de l'angoisse au sens où l'angoisse est une conséquence irrationnelle face à une situation, c'est la prise de conscience véritable d'un État. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est la prise de conscience véritable d'un État. Attention, par exemple, la naissance de la Ligue lombarde. La Ligue lombarde, c'est une ligue des riches pour se proposer contre les pauvres. Et c'était contre les pauvres du sud de l'Italie. La Ligue lombarde, c'est fait. On ne veut plus partager notre argent avec le sud de l'Italie. C'est ça, la naissance. Donc, vous avez aujourd'hui, dans nos populations, pour des raisons qu'on peut expliquer, mais ou qu'on ne peut pas expliquer, vous avez une angoisse qui pousse vers le rejet. Voilà ce qu'il faut expliquer. Donc, les politiques qui veulent faire autrement doivent démontrer qu'ils peuvent protéger sans le rejet.